Alors, DCKO, qu'est-ce que c'est? Juste en quelques mots, car on en a déjà parlé. Donc, il s'agit d'un event de DC, chapeauté par Scott Snyder et Joshua Williamson au niveau de l'écriture, et qui tourne autour de Darkseid. Donc, on apprend que le super-vilain a évolué en quelque chose de plus grand et qu'il a fait le voyage de l'Absolute Universe vers le DC Universe. Donc, vous vous en doutez, pour les super-héros, pas de temps à perdre, il faut l'arrêter. Eh non, c'est ça la petite subtilité. En fait, c'est déjà trop tard. Donc, dans ce titre, on t'explique qu'il y a des personnages du futur qui sont là, qui ont assisté à ce qui s'est passé, et en fait, bah, c'est déjà foutu. Darkseid a d'ores et déjà gagné, et en fait, il est venu du futur vers notre présent. Autrement dit, le futur est déjà écrit, il est impossible de l'arrêter. Donc, par rapport à ça, je passe tous les détails, mais il y a un tournoi avec pour participants les membres de la Justice League Unlimited qui est organisé. Euh, et le but de ces affrontements est d'accumuler de l'énergie Oméga, et le gagnant du tournoi, ou le champion, comme vous voulez, sera le King Omera. Et selon la théorie qui est mise en place à ce moment-là, il aura absorbé assez d'énergie Oméga donc, pour pouvoir taper sur Darkseid. Est-ce que ça va se passer comme ça? Pas sûr. On commence déjà à mettre en place des petits trucs par-ci par-là au sein du DCKO, mais on ne va pas s'avancer trop rapidement. Alors, on va commencer avec DCKO 2, tout simplement, parce que chronologiquement parlant, je pense qu'il est avant les autres. En tout cas, il est avant les affrontements en 1 contre 1 qui débutent véritablement, hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici, pour qu'on puisse un petit peu rattraper tout ça. Est-ce que tu veux commencer, Martin? Euh, oui, oui, allez. Alors, il faut savoir que sur ce titre-là, j'ai pas mal d'avance parce que j'ai déjà lu le numéro 3 aussi. Donc, enfin, ça fait partie un peu des points que je reproche au titre principal, c'est que c'est quand même assez brouillon parce que c'est genre beaucoup de chaos, sans mauvais jeu de mots, pour de vrai. Ah. Euh, Avec un CH où, ouais, on suit beaucoup de choses en même temps, vu que c'est un petit peu alors il y a les rounds individuels et en fait entre chaque round individuel ben, en fait les gens reviennent tous au même endroit pour se taper une nouvelle fois pour atteindre divers objectifs, et là cette fois-ci c'est on met en place des objets sur le terrain de jeu en gros, et il faut que tout le monde aille les récupérer. Et une fois que tout le monde les a récupérés, ben, pouf, on passe aux affrontements individuels suivants. Et bref. Donc là, on suit un petit peu la course aux objets, ce qui donne des cas assez atypiques, hein, voilà, euh, telle personne va aller chercher une bague de flash qui fait qu'ils vont aller vachement vite. Quelqu'un doit aller chercher la ceinture d'atomes, ce qui fait qu'ils pourront devenir vachement grands. Il y a des anneaux de pouvoir lanterne. Enfin voilà, donc c'est un peu comme il doit y avoir un équivalent un petit peu de jeu, quoi. C'est genre limite comme Interville, quoi. C'est tout le monde part au même moment et puis il faut aller choper des trucs pour choper des bonus. Il Je y a crois un, qu'il y a une scène comme ça dans Hunger Games. voilà, ça fait Alors, Hunger je le Games où connais. voilà, les gens commencent et ils savent qu'il y a certains équipements quelque part et tout le monde sprint pour aller choper de l'équipement au Voilà. centre du truc, et voilà, c'est un peu le même J'aimerais principe. j'aimerais bien parler de Battle Royale, puisque je préfère 1000 fois Battle Royale, mais dans Battle Royale, ils ne sprintent pas. On leur donne tout de Voilà. suite le sac. Donc. Mais voilà, c'est un peu le principe. Donc c'est cool, mais du coup, ce qui fait que c'est très frénétique, très chaotique. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment trop le temps de s'attarder sur les affrontements qu'on voit un petit peu plus développés en 1v1, mais ça reste du 1v1. Donc il y a un côté très. On est toujours dans le côté, ouais, on prend toutes les figurines qu'on a dans la boîte à jouer et on se les fait taper. C'est sympa, ça donne des moments cool, mais c'est très brouillon et faut suivre, quoi, globalement. Voilà. Après, c'est bien Oui, bah dessiné. rien de plus à dire, hein. Clairement, ce numéro, c'est vraiment un gros défouloir. Alors, il y a quelques éléments qui sont assez sympas. Donc, par exemple, le fait qu'ils aient mélangé des armes vraiment de personnages, typiques des personnages, et les armes les plus costauds de l'univers. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit du coup l'affinité de certains personnages avec leurs armes. Donc, on explique clairement que Hawkman, il peut retrouver sa masse sans aucun problème. Lex Luthor, étant donné qu'il a son armure de combat, il peut retrouver également son arme sans aucun problème. Pareil pour Cyborg. Donc voilà, tu as beaucoup de liens un peu comme ça. À côté de ça, tu vois aussi l'état d'esprit des différents personnages. Enfin, pas toujours, comme je l'ai dit, c'est surtout un gros défouloir. Mais par exemple, dans le cas de Superman, on a bien compris que trouver des bonnes armes, c'est bien, mais ralentir les super vilains qui veulent squatter le tournoi, c'est peut-être plus important encore.
Et c'est comme ça qu'on va pas voir Superman essayer de choper une arme, mais plutôt essayer de bousiller du super vilain pour s'assurer que le tournoi soit 100% super-héros. Bon, vous le savez, Lex Luthor est dedans, donc c'est raté, au moins en partie. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails histoire de pas spoiler, mais en tout cas voilà, il avait sa propre mission déjà dans cette étape. Euh, mais pour le reste, c'est vrai que c'est surtout un gros défouloir. Faut pas trop réfléchir dans ce numéro, c'est juste fun et divertissant. On retiendra un petit jeu qui a été mis en place lors de l'introduction, qui tient je sais pas, en deux trois planches, où tu as Batman qui dit si vous n'étiez pas un super-héros et que vous ne pouviez pas faire votre job actuel, quel job vous feriez? Donc c'est une réunion qu'il y a avec Wonder Woman et Superman. Et déjà, c'est marrant parce que on regarde Bruce en mode c'est toi qui as eu cette idée là de faire ça? Parce que ça lui colle pas du tout. C'est ça qui dit non, non, mais moi, non, jamais de la vie j'aurais fait ça. Non, non, c'est une suggestion de team. Donc là, c'est marrant. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et leurs réponses sont plutôt sympas aussi. Et on retrouve un peu aussi dans leurs réponses leur état d'esprit au sein du DCKO. Donc voilà, c'est très anecdotique hein, pardon, mais ça reste sympa. Allez, je vais attaquer du coup. Harley Quinn contre Zatanna. Alors, je ne savais pas. Donc, écrit par Leah Williams, Scott Snyder, Joshua Williamson et dessiné par Romulo Fajardo Jr., John Caleese, Mirka Andolfo et Dustin Nguyen. Ah, c'était un titre surprenant. Alors, d'un côté, on trouvait que DCKO était quand même assez léger. Voilà, putain, c'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Et en même temps, la fin te prend un peu aux tripes. C'était bien écrit, touchant, et la dernière planche avec la gagnante, bon, je ne vous dis pas qui, mais donc avec la gagnante qui se tient debout, pleine de rage, en gueulant Who's next? C'était bien. Franchement, c'était bien. Alors, la partie graphique est clairement différente, mais pareil, je trouvais qu'elle collait plutôt bien à la magie de Zatanna et au ton décalé de Queen. Donc, au final, c'est vrai que c'est un numéro duquel j'attendais pas grand-chose, quoi. J'imaginais un combat, voilà, peut-être un peu plus anecdotique même que les autres, parce que bon, voilà, t'as quand même Zatanna d'un côté et Harley Quinn de l'autre. Voilà, mais au final, ce numéro, non, il m'aura quand même surpris. Alors, ça se lit très vite, mais pour ma part, c'était clairement un moment sympa, hein. Très bonne question, Docteur Euh... Bishop. Non, mais c'est un peu compliqué l'histoire des crédits parce que il suffit qu'il y ait genre qu'on reprenne des extraits d'autres séries pour illustrer des trucs et ça peut vite alourdir le truc. Mais déjà, ne serait-ce que pour l'écriture, Scott Snyder et Joshua Williamson sont souvent crédités un peu partout parce que c'est un peu eux les architectes quoi. Donc, Mhm. mais voilà. Mais oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de temps. Euh, non, un peu pareil. Je trouvais ça sympathique, plutôt cool. Graphiquement, c'est pas le style que je préfère le plus habituellement, mais c'est vrai que ça colle bien au personnage, le côté un peu plus rugueux et non, en vrai, sympathique, ça se lit bien. C'est toujours cool de voir un petit peu de la magie bien représentée, enfin bien illustrée. Enfin, c'est pas juste on se balance des lasers magiques, hein, on va chercher un petit peu plus que ça, sans forcément révolutionner le truc. Mais non, sympa et j'ai été agréablement surpris, on va dire, par le titre. Si vous connaissez un petit peu mes opinions sur les personnages présents dans le titre, vous pouvez peut-être deviner qui gagne, mais bon, je dis ça, je dis rien, donc non, voilà, je m'attendais à être un peu saoulé, mais non, c'était bien. Oui, c'est vrai, Docteur Bishop. Alors, là aussi, petite surprise, puisque pour une fois, un flash présent avec un petit peu d'importance dans un event, ce n'est pas Barry Lane ou Wally West, mais bien Jay Garrick. Voilà, ils ont sorti un peu les vieux du placard pour leur faire des trucs un minimum stylés. Ça fait plaisir. Voilà, un petit peu de Justice Society. Voilà, on les représente bien. On leur montre un petit peu de respect. Qui va se taper évidemment contre le Green Lantern que tout le monde adore détester, Guy Gardner. Alors, particularité, certains des tie sont casés dans des numéros de séries régulières. Et en général, pour cela, on a quand même quelques vestiges de l'intrigue qui se déroule en parallèle dans la série régulière. Ce qui fait que
tout dans le numéro ne m'a pas paru pertinent pour le tournoi. Donc il y avait certaines cases où j'étais un peu en mode je comprends rien, je m'en fous un peu, je suis pas là pour ça. Peut-être que ça doit être bien, j'imagine, en soi, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, quand on prend les choses en cours de route, des fois, ben, on va être un peu lâché sur certains trucs. Et je crois que c'était le cas pour Aquaman aussi la fois d'avant. Voilà, on a quelques éléments où en fait on met en place d'autres choses et on est un peu en mode ok, j'ai pas tout compris, mais tant pis. Euh, Après, par contre, voilà, ce qui est purement du tournoi, c'était cool. Il y a un petit moment gore qui m'a un peu surpris. Mais après, là aussi, pareil, c'est un peu l'occasion de voir un petit peu, bah, voilà, dans la cour de récré, tu dis, si Flash et Green Lantern se battaient, ce serait qui gagnerait? Voilà, c'est typiquement le genre de scénario qu'on exploite dedans, et c'est sympathique, c'est jouissif, enfin voilà, c'est sympa, voilà. Pour le coup, c'est écrit par Mark Waid, donc il sait un petit peu mettre en bouche, voilà, ce qu'est les dialogues, les machins, c'est toujours droit dans les bottes, donc franchement, ça fait le taf, ça marche. Personnellement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors, sur le papier, ça donnait quand même vachement envie. Bon, déjà, Flash et Green Lantern, de base, ça donne envie. Mais en plus, ce Flash et ce Green Lantern, c'est vrai que ça change et ce sont deux personnages quand même qui sont appréciés. En tout cas, moi, je les apprécie. C'est un peu vite Mais expédié, c'est quoi. vrai que bah ouais, Mm. et entre la promesse initiale, les personnages, Mark Waid, tu t'attends quand même à quelque chose quand même de relativement solide. Et là, c'est vrai que j'étais quand même du coup vachement déçu. On a beaucoup de vannes sur le fait que Jay Garrick soit vieux. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Même si c'est Guy Garner, franchement, au bout d'un moment, c'est relou. Au final, j'ai trouvé ce numéro quand même vachement anecdotique. Et je me suis surpris à avoir préféré largement le Zatanna à Harley Quinn, quoi, pour le coup. Donc, c'est vrai que, ouais, quand même déçu de ce numéro. Je dois bien l'avouer. Idem pour la partie graphique d'ailleurs, qui était bien, mais pas. Oui. Alors, du Superman x3. Pourquoi? Alors, il faut savoir que à la base, je voulais juste traiter donc les titres principaux et les titres de combat. Le problème, c'est que je me suis dit, merde, on n'arrête pas de dire que c'est un tournoi de super-héros, et là, on se retrouve avec Lex Luthor. Si on n'explique pas un minimum, ou même si moi, je lis pas ce qu'il y a avant, je vais être comme un con. Donc, je me suis dit, bon, je vais lire celui d'avant. Donc, on lit Superman 32-33. Ça va, ça passe. Le problème, c'est qu'après, j'ai vu qu'il y avait aussi le 31. J'avais oublié. Pourtant, je l'avais mis sur un DCU, mais j'ai oublié. Donc, j'ai encore changé. Je dis, bon, on va lire 31, 32, 33. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec trois titres Superman au lieu de un. C'était pas une torture, hein, pas de souci là-dessus. Par contre, on va traiter les trois numéros d'un coup. Je pense que ce sera peut-être mieux. Donc, je le rappelle, Superman 31 à Superman 33. Alors déjà, ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que ces numéros Superman sont très bons et très bien écrits. Et je pense qu'on en arrive là, du coup, à la limite de ce crossover. C'est-à-dire que le ton change d'une série à l'autre. Et ça, c'est normal, vous allez me dire. Évidemment, c'est toujours comme ça. Donc, on a les titres créés pour DCKO, qui sont des lectures qui sont quand même très légères, prise de tête, avec des combats et des KO ajoutés en gros. Mais puisque c'est un crossover, bah, on touche également aux autres séries installées. Et c'est ça le problème, c'est que les autres séries, elles sont vachement sérieuses. Donc, quand DCKO squatte le titre Superman, ou même Aquaman, ah bah là, le ton, il est radicalement différent. Là, le très sérieux du titre Superman, il est présent. Il bouffe le côté, ouais, c'est de la déconnade du DCKO. Et du coup, bah, ça fout un peu la merde, je trouve. On sait absolument pas sur quel pied danser avec ce crossover au final. D'un côté, tu as l'impression d'assister à une partie de Street Fighter, et de l'autre, on te parle de fin du monde, de temps qui presse, de milliards de vies en jeu. Donc forcément, il y a un bon gros déséquilibre, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand même avec ce déséquilibre. Que le ton soit différent d'une série à l'autre, encore une fois, ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. Mais là, la différence, elle n'a pas de limite, quoi. Elle est vraiment trop grande, quoi. Donc bon. Mais bon, là, c'était vraiment pour faire le parallèle avec les autres titres d'ici Keo. Concernant Superman,
Il était fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il veut sauver tout le monde. On a alors le droit à une conversation très très intéressante avec Jorel. Une conversation qui aura un petit écho, donc une conversation cette fois avec Lois Lane et Jorel, puis avec Lara, qui sont des conversations qui sont peut-être encore meilleures d'ailleurs. Mais après, on peut résumer ça encore plus simplement, je pense. Lois Lane est exceptionnelle dans ses numéros. Vraiment, c'est un personnage que l'on prend plaisir à suivre dans cette aventure, malgré le twist de Superwoman que j'ai trouvé horriblement facile. C'était un personnage que j'ai beaucoup aimé et qui, du coup, a droit à de très très bons dialogues. L'autre personnage avec qui on s'en sort bien est Lex Luthor. Forcément, on le retrouve parfaitement dans cette intrigue. Et c'est d'autant plus fort qu'il n'a pas tout à fait tort, en fait. Ou en tout cas, on peut être tenté de le croire lorsqu'il prend la parole. Alors, quand Lex Luthor prend la parole, il y a un... c'est quelqu'un de réfléchi. Donc, il a une argumentation. Le problème, c'est que très souvent, il a une argumentation qui lui est propre. Donc, du coup, c'est difficile de lui donner raison. Là, par contre, on peut au moins se poser la question. On se dit que Lex Luthor, il y a de grandes chances qu'il, pour le coup, il voit des choses que les autres ne voient pas. C'est tout à fait possible. Et ça, c'est super intéressant. Donc, je rentre un peu dans le détail, là, pour le coup. De son point de vue, il faut absolument qu'il soit dans le tournoi. Il faut absolument qu'un super vilain gagne le tournoi. Et mieux encore, il faudrait que lui gagne le tournoi. Ça reste Lex Luthor. Pourquoi? Parce que selon lui, les super-héros vont forcément se planter parce qu'ils vont arriver à un moment, à une étape où ils vont avoir pitié les uns envers les autres. Alors que le but, c'est d'avoir l'âme d'un vainqueur, d'avoir l'âme d'un conquérant. C'est comme ça que tu récupères l'énergie oméga. Donc, si tu commences à faire rentrer le facteur pitié dans l'histoire, ça marche pas. Donc, pour Luthor, les super-héros vont forcément se planter. Donc, il faut déjà de base écarter les super-héros, mais mieux encore, il faudrait que lui gagne. Pourquoi? Bah, parce que lui, il s'en bat la race des autres. Ah oui. Et pour le coup, bah, c'est pas faux. C'est du Luthor tout craché. Il a pas tout à fait tort. Il y a des chances que ça se passe comme ça. Donc, du coup, j'ai trouvé son discours assez intéressant. Concernant les dessins, moi j'ai bien aimé, à part le numéro 33 qui est un dessin franchement pas dingue. Euh, donc Hérésie. le rôle n'était clairement pas exceptionnel non plus en même temps. Donc voilà. On retiendra surtout le teasing final quand même avec Grodd qui te dit on s'est fait avoir. Bon, j'en parle malgré la dimension spoilante parce que bah, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, Grodd qui dit on s'est fait avoir. On n'en sait pas plus. Alors, c'est même pas en plus une surprise en soi. Hein. On se doute qu'il y a Anguille sous roche, surtout vu comme le truc a été annoncé. Mais voilà, ça y est, ça a été mis en place. Maintenant, reste à savoir dans quelles circonstances ils se sont fait avoir et qu'est-ce que ça implique. Donc au final, pour moi, sur ces trois numéros, on a deux numéros très bons, 31 32 donc, et le 33 qui est quand même un peu décevant. Dans tous les cas, les trois ont leur intérêt dans le crossover d'Isikeo dans son ensemble, selon moi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe, mais c'est vrai que la différence de temps d'une série à l'autre, bah, ne serait-ce qu'entre ouais, Zatanna et Harley Quinn et les trois titres Superman, enfin surtout les deux premiers, 31-32, c'est pas, il y a pas les mêmes enjeux dans le tournoi, donc ça fait un peu étrange. Ça a l'impression que enfin les héros sont pas forcément tous d'accord sur la gravité de la situation. Et aussi, je pense que le truc du l'arc au tournoi fait qu'on a un petit peu tendance, où il n'y a pas vraiment de conséquences dans ce qui se passe à l'intérieur, fait que c'est facile de prendre un petit peu les choses à la légère, alors que non, il y a des vrais trucs derrière, sous-jacents vis-à-vis de Darkseid qui puent un peu la merde. Euh, Sinon après oui voilà le numéro 31 de Superman c'est voilà un bon voilà aussi pour un truc que je prends en cours de route ça m'a bien galvanisé dans la lancée du tournoi, hein. Ça prépare bien les choses, ça met un petit peu plus ça donne un petit peu plus de densité émotionnelle. Et puis numéro 32, ça donne un sacré bon point de vue en fait pour les méchants qu'on avait vu un peu débarquer, un peu comme mais c'est les minables et ils arrivent dans le tournoi. Là on sait un peu, là on en sait un petit peu plus sur le comment, du pourquoi, bah voilà, avec toute la motivation de l'ex et comment ils ont fait, par quels moyens. Donc ça donne un petit peu plus de contexte pour mine de rien à peu près la moitié des participants, donc c'est pas trop déconnant.
Et puis moi, le numéro de combat, alors déjà c'est le signature de Absolute Wonder Woman, donc je ne te laisserai pas dire que c'est pas bien parce que bagarre. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout la même gueule quand voilà, c'est toute l'importance de l'ancrage et de la colorisation. Parce que ça peut changer vraiment plein de choses. Et c'est pas le même que sur Absolute Wonder Woman. Il n'y a pas la même texture au niveau des couleurs. Ouais, parce que là, le rendu n'est pas pareil, hein. Il va, Et et, après, on en a déjà parlé aussi, hein. C'est pas parce que un dessinateur cartonne sur du Wonder Woman que ça fait de lui, par exemple, un excellent dessinateur et qui va être bon partout, hein. oui, Un dessinateur peut être vraiment plus adapté à certains univers, hein. voilà. Là, par exemple, sur l'univers, le côté mythologique de Wonder Woman, moi, rien à dire. Par contre, son Lex Luthor, ouf. Voilà, mais parce que oui, c'est pas les mêmes couleurs. Alors je reconnais les traits, mais c'est vrai que c'est pas la même couleur, le même ancrage. Donc voilà. Et puis, Oui, il y a ça aussi, bien je sûr. vous encourage par exemple à aller voir les autres travaux de Nick Dragota, qui dessine Absolute Batman. J'ai du mal. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, sur Absolute Batman, rien à redire. Donc voilà, c'est vrai que ça peut. Voilà, du tout. Après, moi, j'ai bien aimé le combat Lex Luthor et Trigan. Je trouve qu'il est tellement perché. Enfin, je veux dire, c'est pas souvent qu'on verra ce genre d'affrontement, donc j'ai profité du kiff. Et ça avait un petit peu le mérite d'être un petit peu plus détaillé, développé que le Flash Green Lantern. Donc moi je voilà, la trilogie Superman, je trouvais ça cool. Voilà, pour le coup, j'ai bien aimé. C'est utile Et en plus. concernant les traitements de Luthor et Lois Lane, tu me rejoins aussi? Oui. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Enfin, ouais, j'avoue, j'ai pas mal lu en mode enchaîné, donc j'ai pas eu le temps toujours de me. C'est vrai que Lois Lane, j'avais pas trop réfléchi, mais c'est vrai. Et pour le coup, c'est vrai que Luthor, j'avais un peu compris l'état d'esprit, donc ouais, je suis globalement d'accord. Ok. Bien sûr, sur le chat, n'hésitez pas hein, à nous dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, ou à nous poser des questions si vous avez des questions, ou clairement à nous dire si ce DCKO vous inspire ou pas. Je te laisse reprendre le relais peut-être. Oui. Là pour le coup, Snyder et Williamson ne laissent pas le jouer à personne. Ils vont écrire eux-mêmes le tie-in Red Hood contre le Joker, dessiné par John Callis, je sais pas, bon, voilà. Euh, C'était un peu évident, mais bon, il fallait le faire un peu, je pense. Deux personnages à l'histoire très chargés. Ça va être un petit peu un numéro un peu sadique, mais un numéro qui en fait à la fois de manière surprenante et à la fois c'était un peu obligé de le faire comme ça parce que ça aurait été très superficiel de ne pas le traiter que d'une autre manière, puisque c'est surtout voilà un numéro qui va servir au Red Hood, enfin à Jason pour vraiment faire du développement de personnage. Alors oui, ils vont se taper dessus. Il va y avoir des clins d'œil au fait qu'il était Robin, que le Joker avant était le Red Hood. Enfin voilà, on sort les classiques, mais on fait pas juste de l'affrontement de surface. On va essayer un petit peu de définir Jason comme individu par rapport à son passé, son présent, son identité en tant que héros, par rapport à ce que le Joker a fait de lui, etc. Donc ils n'avaient pas forcément besoin de se faire chier avec ça, mais ils l'ont fait. Et je trouve que ça aurait été peut-être mieux de le garder pour une série solo, je pense. Mais bon, les séries solo Red Hood sont un peu maudites en ce moment. Donc voilà. Mais voilà, au moins ils l'ont fait. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit peu de, ça change un peu en termes d'ambiance. C'est pas juste du combat, un peu d'exhibition. Là, il y a eu un vrai passé entre les deux. Ça donne, voilà, ça change un peu de ton, un peu de dynamique pour les combats. Je trouve que c'est pas mal. Après, au niveau des dessins, ça fait le taf, mais je suis pas spécialement fan de ce style-là. Mais j'ai pas m'en plaindre non plus. Donc ça fait le, c'est un peu, enfin un peu brouillon. Je dis pas ça de manière négative, hein, c'est vraiment, voilà, c'est un combat un peu dégueu entre deux gars avec des pieds de biche et des flingues. Donc oui, forcément, ça va être un peu cracra, mais ça fonctionne Et des bien pour lames. le. Alors, je ne l'ai pas vraiment vu de la même manière, mais je pense que j'en attendais beaucoup plus. Je pense que je l'attendais Hmm. bien plus que toi, en fait, je dirais. C'est vrai que je me suis dit, ah, c'est peut-être enfin l'occasion pour eux, entre guillemets, de régler leurs problèmes, parce que bah, Red Hood, euh, depuis son retour, il veut clairement buter le Joker, hein, ça c'est plutôt évident, mais bah, il se retient pour différentes raisons, notamment le fait que ce soit pas bien. Et là, il a l'occasion en fait de se lâcher dans le sens où il peut faire souffrir le Joker, mais sans qu'il meure réellement.
En partant de ce principe-là, je pensais vraiment que c'était le moment d'envoyer Redwood dans une direction vraiment encore plus folle, pourquoi pas, quoi, de le voir se lâcher. Et au final, j'ai trouvé ça quand même décevant, faut être honnête. La rencontre vendait du rêve, mais au niveau de la réalisation, on a eu quelque chose de très classique qui n'était pas si différent des autres combats au final, alors que c'était justement l'occasion de mettre en place quelque chose de différent par rapport au passé des deux personnages, comme Martin l'a dit. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, parce qu'au final, il n'y a que peut-être deux choses qui différencient ce titre des autres numéros. Donc, il y a une petite réflexion de Hood au début du numéro, donc où il remet un peu le contexte de leur histoire, son point de vue sur le Joker, mais franchement, rien de fou. Et on a, ça c'était assez intéressant, on a une petite étude du style de combat du Joker, parce que c'est vrai que si tu étudies la chose, au bout de 2 secondes, tu te dis c'est pas possible en fait. Comment le Joker peut ne serait-ce que blesser Batman, j'ai envie de dire. Avec tous les entraînements de Bruce Wayne que Bruce Wayne a fait, avec tout son matos, tout son équipement, son armure, il arrive très fréquemment à se faire poignarder. Tu te dis, c'est pas possible, c'est assez étonnant. Et on apporte une réponse sur cette question. Pourquoi le Joker est si dangereux au combat alors qu'il a pas de formation, contrairement à d'autres qui ont fait des formations auprès des plus grands, quoi. Donc qu'est-ce qui le rend finalement aussi dangereux? C'est pas une réflexion ultra poussée, hein, attention. Mais voilà, ça avait le mérite d'être mis sur la table. C'était assez sympa à étudier, je trouvais. C'était plutôt cool, mais malheureusement, c'est vraiment peut-être le seul point qui sort un peu du lot, quoi. Parce que sinon, pour le reste, on a vraiment un combat classique, un combat comme les autres. Et c'est pas ce que je voulais pour ce numéro, personnellement. Donc, c'est un peu dommage. C'est vrai que j'en attendais rien et je suis relativement satisfait. Enfin, je suis pas non plus en train de dire que c'est très bien, mais ouais, franchement, je m'attendais à oui à rien et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai passé un plutôt bon moment quoi. Je pense que c'est pour ça, comme je t'ai Ouais. dit, c'est vrai que moi, à l'inverse, c'est peut-être le numéro. Je vais pas te mentir, hein, c'est peut-être le numéro que j'avais le plus hâte de lire. Ah oui. Donc, c'est vrai que du coup, bah, avoir juste un combat, ça. Ouais. Moi, personnellement, par rapport à mes attentes, ah oui, ça m'a déçu, forcément. Night Fight numéro 2, écrit toujours par l'excellent Joshua Williamson et dessiné par le tout aussi excellent Dan Mora. Cette fois, on a un numéro autour de Jason Todd. Alors, on a la conclusion du numéro avec Dick Grayson et on bascule après avec Jason Todd. J'ai bien aimé. Pour l'instant, c'est une série que j'apprécie quand même plutôt pas mal. Alors, on sent que c'est, entre guillemets, surtout pour occuper Batman, hein, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. J'ai trouvé le découpage et la mise en scène vachement dynamique. Je les ai trouvés vraiment bons. Il y a aussi une belle approche, un gros effort qui est réalisé au niveau de la colorisation, notamment une fois que Jason Todd prend les devants, où là, on s'amuse vraiment plus avec le noir, le blanc et le rouge. Donc ça m'a vraiment marqué. On a droit du coup à quelques très belles planches, vraiment. Le principe général est aussi sympa, donc à savoir le fait que Arkham n'était plus suffisant pour tenir tous les cinglés de la ville et que du coup Gotham était devenu Arkham. Ça, c'était aussi intéressant et je trouvais que ça collait bien avec l'état d'esprit de Jason Todd. Disons que si ça devait arriver à un Robin, effectivement, il y avait de grandes chances que ça tombe sur lui. Donc je trouve ça cool. Le numéro est en plus assez perturbant parce qu'on joue beaucoup avec les limites de la folie, je trouve. Donc, ouais, je trouvais que c'était un numéro qui était plutôt bien écrit, qui était intéressant à lire, mais aussi à étudier. Donc, oui, clairement, j'ai passé un bon petit moment devant ce Night Fight 2. Le fait que tu mentionnes le découpage, ça me rappelle quand même que pour le coup, je trouvais que sur le numéro Lex Luthor et Trigan, le découpage était très très bon, mais je pense que c'est un truc de Aiden Sharman parce que sur Absolute Wonder Man, le découpage est très bon. Les cases, Bah, c'est possible, hein. voilà, donc je l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais voilà, pour ce truc-là, c'était bon. Ouais, pareil sur le Night Fight. Alors Dan Mora, c'est encore plus visible sur les numéros d'après, ça se voit qu'il est sur un petit peu trop de séries.
C'est pas, on va dire, il est pas à son prime, il est pas à son apogée. Ça reste quand même du Dan Mora, hein. Donc du Dan Mora à 75%, ça reste quand même très très Ça bon. c'est meilleur que, Voilà. que bien d'autres. Mais ça se voit qu'il n'y a pas tout à fait la même finesse en termes, même au niveau des couleurs et des ancrages. Voilà, il n'y a pas tout à fait le même. Mais bon, ça reste quand même très bien, hein, voilà. Et puis voilà, pareil, il y a une ambiance très la série animée de 92 parce que on est dans un monde où bon c'est la merde quoi. Il y a le ciel qui est rouge pour une raison que j'ai pas voilà, mais du coup il y a un côté très un peu ouais Batman la série animée. Et puis c'est vrai qu'il y a à chaque fois dans le premier numéro c'était un peu le cas où en gros Bruce arrive dans un monde où il est arrivé à quelque chose au Bruce du monde dans lequel il est arrivé. Donc dans le numéro d'avant, il avait pété un câble ou je sais pas quoi. Dans ce numéro-là, c'est encore autre chose. Ce qui fait que, on va dire, Jason ne considère pas que Bruce est vraiment Bruce. Il pense que c'est quelqu'un d'autre. Et ils font tout un truc autour de cette voilà, la question de l'identité réelle de Batman, qui est plutôt cool, qui est assez délirante. Je pensais pas qu'ils iraient au fond du truc, mais voilà, je trouvais ça plutôt cool. Et voilà, scénario voilà, qui met quelques petites touches de trucs un petit peu surprenants. Et Dan Mora au dessin, qu'est-ce qu'on demande de plus pour un tie-in? Je ne sais pas. Moi, j'en demande pas plus. Ça va. Vous connaissez un peu le principe de cette série sur le chat, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une série qui vous emballe? Mm. Il me semble qu'on l'a peut-être évoqué la fois d'avant, Normalement, on a un peu expliqué quand même, mais mais non, on connaît pas. Bishop connaît pas, donc on va peut-être le rappeler, je pense. Euh, oui, il faut partir du principe en fait que Batman avait mis en place une sorte de plan B lors du TCKO pour que même s'il perd, qu'il puisse quand même essayer d'arrêter Darkseid. Et bah, en fait, il perd direct. Sauf que le plan B ne se passe pas comme il faut, comme il faut. Donc ça, c'est le plan B foiré. Donc c'est Batman qui se retrouve coincé. Alors, je ne veux pas te spoiler, donc on va dire quelles sont les possibilités dans le futur, dans un univers parallèle, dans sa tête, dans une autre dimension. Voilà, bah, tu as toutes les ailleurs, possibilités, je pense. ailleurs. Avec les Robins qui sont devenus entre-temps Batman et qui, chacun à leur tour, ont leur façon d'être Batman.